Oh 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 oh, maman na biso bakoko baimi imi koima ima bakoko la kisini likambo ana mboka likambo ngo nini bapaya bavandeli biso ti na bokonzi ya mboka tosala koboni alors révoltons-nous. Eina nango moto epela nango makila etanga nango pona etumba ya mboka balobi elu ezwa eboma ye bofi nayo nzanzango nayo mizali moto nayo bitumba ya moyo na ndako nayo tokotika moto te mongunya moko ta kotikala na mboka bofi nayo mizali basola nayo kongo nayo mabeso ki toyebaki te oyo na ndako bakoko bayimi. Bonjour chers téléspectateurs, yenge nabana bilaka pe nabana vuluzi. Je suis votre présentatrice Fumu Kento Bolingo Makuba dans mon émission Nanzela ya Bobiso. C'est une émission qui va vous parler de nos cultures, traditions et mœurs. Nous sommes les Banabilaka, représentants de l'ensemble de la diaspora en France et en Europe. Et nous sommes aujourd'hui ravis de recevoir dans notre plateau Monsieur Kwebe Kimpele, ancien journaliste de l'époque du président Mobutu. Et soyez encore les bienvenus parmi nous. Bonjour Monsieur Kwebe Kimpele. Maman Bolingo, bonjour. Monsieur Kwebe Kimpele, pourriez-vous nous présenter brièvement votre parcours professionnel et nous dire pourquoi vous avez accepté notre invitation? Mais mon parcours professionnel, vous le dites, il faut que je le présente très brièvement parce qu'il a duré plus de 40 ans pratiquement. Aujourd'hui, je suis âgé de 67 ans. Ma carrière professionnelle en fait a commencé en 1968. J'ai dû interrompre mes études de médecine à Lovanium à l'époque pour embrasser le journalisme pendant les vacances. Parce que le ministre de l'époque, qui s'appelait Jean-Jacques Candé, qui est mort aujourd'hui, a trouvé que j'avais des talents, que j'avais des capacités, que j'avais le flair, le feeling du journalisme. Et donc, pendant les vacances, des grandes vacances de 68, j'ai abandonné la médecine pour me consacrer au journalisme. Ensuite, j'ai travaillé pendant 2 ans. Et puis, un incident s'est passé entre moi et le rédacteur en chef. Et j'ai quitté le journalisme pour aller reprendre la médecine, mais cette fois-ci en Union soviétique, plus exactement en Ukraine. En Ukraine, dans la ville de Kharkov. J'ai étudié la médecine à Kharkov. Et la vie était très très dure. La vie était très très dure. Je me suis dit, je vais poursuivre la médecine, où ça? En Europe. Je me suis inscrit à l'ULB. Je n'avais pas de bourse d'études. Je galérais littéralement, je faisais la plonge. Hein. Je n'en sortais plus. Je n'en sortais plus. Et disons, la nostalgie de la vie que j'ai menée à Kinshasa comme journaliste, grande vedette et tout ça, mes revenus, j'ai dit, écoute, je rentre au pays. Je suis rentré au pays en 72. En 73, la France a organisé un grand concours pour le recrutement des candidats journalistes. Je me suis inscrit à ce concours. Nous étions, je crois, 254 candidats. Le concours était organisé sur l'ensemble du pays. Hein, et la France avait besoin de 4 journalistes. Et j'ai été retenu parmi les 4. Je suis venu, donc j'ai étudié le journalisme ici, sur la rue de Louvre, hein, dans le 2e arrondissement. J'ai terminé les études en 75 et je suis rentré au pays pour maintenant pratiquer le journalisme professionnel, littéralement, jusqu'en 1988. C'est pendant ce temps que j'ai travaillé comme d'abord présentateur des journaux télévisés et radiodiffusés. Ensuite, j'ai été ce qu'on appelle le présentateur vedette dans le Anchorman du journal de 12h30, Zaïre Actualité Magazine. Et dans le même temps, je présentais des émissions à la télé, notamment l'émission Plein Feu et Gros Plan. En 88, j'ai été désigné pour venir animer une radio qu'on avait créée, une radio culture qu'on avait créée à Bruxelles, Radio Culture. Malheureusement, cette radio n'a pas pu fonctionner parce que sa création a coïncidé avec l'éclatement d'une énorme crise diplomatique entre la Belgique et le Zaïre. Voilà. Ensuite, comme la radio n'a pas fonctionné, j'ai été rappelé au pays en 93, où j'ai travaillé comme directeur de cabinet au ministère de l'Information, jusqu'en 1996. Alors, ensuite, le cabinet où j'étais directeur de cabinet est tombé, c'était le cabinet de Mogogo, est tombé sous le gouvernement de Bilimbo Faustin. Alors, j'ai été appelé à travailler dans un petit journal qui a connu une existence très très brève, Libre Expression, créé d'ailleurs par le ministre de l'Information à l'époque, dont j'étais le directeur de cabinet, Mogogo, Aubin.
Et jusque en avril 97, le 23 avril 97, les combats se déroulaient, le combat de l'AFDL se déroulait déjà au niveau de Kenge. On m'a dit, Kwebe, si vous restez à Kinshasa, on va vous couper la tête. Allez, hop. Carrément. Carrément. Donc j'ai quitté Kinshasa le 23 avril 97. 97, oui, le 23 avril, pour rentrer en Belgique, où je vis maintenant depuis lors. Mais de temps en temps, je dis de temps en temps, une fois, je suis rentré au pays en 2006, où j'ai servi comme directeur de la campagne électorale de l'actuel ministre du Plan, Olivier Kamitatou. Je suis resté du mois de mai jusqu'au 25 octobre 2006. C'était juste avant la publication des résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle. Je suis rentré au pays, je suis rentré à Bruxelles en 2006, le 25 octobre, et depuis lors, je n'ai plus jamais remis les pieds au pays, parce que les informations qui me proviennent de Kinshasa me font croire que si jamais je mets les pieds à Kinshasa, on ne donne pas cher de ma tête, parce que je traite Kabila d'immigrés clandestins, de sans-papiers, ce qui n'est d'ailleurs en réalité, et que je fais des analyses ici généralement très bien appréciées par les gens de la diaspora, et qui ne plaisent pas du tout au pouvoir en place. Voilà pourquoi, donc je ne peux plus rentrer. Quant à venir ici, à l'invitation, à accepter l'invitation que mon frère Abbé Wilco m'a lancée, ainsi que d'autres personnes, des dragons et l'ensemble, tout le groupe de Bana Bilaka qui m'a invité ici, je ne pouvais pas ne pas accepter. Parce que, pour moi, Bana Bilaka, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma conférence, représente la véritable légitimité. Parce que il revendique une légitimité qui remonte à 1885, même avant 1885. C'est-à-dire avant la période coloniale. Parce que l'État congolais, tel qu'il existe aujourd'hui, ce n'est pas un État que nous avons créé, c'est un État étranger. Comme je l'ai dit, cet État a été créé par un étranger. C'est l'État indépendant du Congo qui a été créé le 26 février 1985, qui était la propriété privée du roi Léopold II, qui a été confisqué par ses créanciers. Et ce sont ces créanciers qui ont donné à la Belgique la mission de gérer leur affaire. Là-dedans, les Congolais ne s'y retrouvent pas. Et donc, l'initiative de Bana Bilaka de revendiquer l'antériorité de la légitimité du pouvoir et de l'indépendance, et des droits et des libertés, est une initiative que moi je trouve tellement admirable. Parce que je ne pense pas qu'il y ait au Congo un seul parti politique, que ce soit le MLC de Lumumba ou le MPR Mobutu, qui puisse revendiquer une légitimité, comme celle que revendique aujourd'hui Bana Bilaka, parce que tous les partis politiques sont nés au Congo à partir de 1957. C'est-à-dire 3 ans avant l'indépendance, alors qu'avant l'arrivée des Blancs, mais nos peuples, c'est-à-dire les empires, les royaumes et les communautés traditionnelles qui vivaient dans le bassin du fleuve qui s'appelle aujourd'hui le fleuve Congo, toutes ces communautés, ces empires et ces royaumes étaient indépendants, libres et souverains. Donc, ce n'est pas aux Blancs de venir nous apprendre ce que c'est que l'indépendance ou la liberté. Tout à l'heure, quelqu'un a dit que on est venu nous apprendre que les Blancs, les colonisateurs disaient, ne leur apprenez pas le Dieu parce qu'ils connaissent l'existence de Dieu, nous avions pour notamment. Mais nous connaissions la liberté, le droit, l'indépendance, bien avant l'arrivée des Blancs. Et donc, c'est cette légitimité qui fonde les revendications de Bana Bilaka. Et donc, quand Wilco m'a appelé, j'ai tout de suite dit non, oui, je viens tout de suite, quelles que soient mes occupations, j'ai dû tout annuler pour venir partager, parce que j'ai beaucoup appris aussi. Ce n'est pas seulement que j'ai donné, j'ai aussi reçu. Parce qu'avant moi, il y a 8 ou 9 intervenants qui sont passés, qui ont délivré des messages, qui ont donné des informations, qui ont exprimé des opinions que moi je ne connaissais pas. Donc c'était un échange mutuel. C'était donc un partage mutuel. Voilà. Merci. Nous avons constaté que faute de connaissances, d'instruction, de recherche ou à cause de la désinformation de majorité des médias, le peuple congolais a souvent une connaissance erronée de sa propre histoire. Nous souhaitons aider notre peuple à comprendre comment le Congo en est arrivé à une situation chaotique pour ne pas reproduire à l'avenir les mêmes erreurs politiques. Vous qui avez suivi de très près l'évolution du pays de 1975 à nos jours, pourriez-vous démontrer comment nous en sommes arrivés à une telle instabilité politique et à une telle influence, puissance face aux invasions étrangères? Comment a-t-on laissé la situation des invasions militaires et autres nous s'envenimer? Mais en 1975, ça fait quand même 40 ans. Oui. Je crois que vous n'étiez pas encore né. Non, pas du tout. Eh bien, depuis 40 ans, de nombreux événements se sont déroulés à travers notre pays. En 1975, Mobutu commence le déclin de son régime. Oui. Il est arrivé au pouvoir le 24 mars 1965. Donc 10 ans après,
c'est le déclin de son régime. Parce qu'en 1975, c'est 3 ans après sa politique de zérianisation et de privatisation et de nationalisation. Il a nationalisé l'Union minière du Haut-Katanga le 31 décembre 1965, pardon, le 31 décembre. Il nationalise l'Union minière du Haut-Katanga, il en fait la GECOMI et puis la GECAMI. Donc il nuit aux intérêts des Occidentaux. Après, ils arianisent. Okay? Ils changent le nom du pays. Ils refusent le nom des chrétiens. Or, les Blancs nous dominent notamment par la religion et par la culture. Ils rejettent tout cela. Donc il s'est attiré la colère des Blancs, les mêmes Blancs qui l'ont mis au pouvoir. Donc en 1975 commence véritablement le déclin du régime Mobutu, c'est-à-dire du soutien qu'il recevait des Blancs. Car rappelez-vous que 2 ans plus tard, en 1977, on assiste à la première guerre du Chaba. L'année d'après, en 1978, c'est la deuxième guerre du Chaba. En 1985, on assiste à la première guerre de Moba. Ensuite, la deuxième guerre de Moba. Donc, le déclin, effectivement, du Congo s'accélère à partir de 1975 et jusqu'à la chute de Mobutu le 17 mai 1997. C'est-à-dire, au bout de 23 ans, le régime de Mobutu s'épuise parce que les Blancs lui ont retiré tout son soutien. Alors, maintenant, Mobutu a commis pas mal d'erreurs, mais il a laissé également l'héritage. L'erreur qu'a commis Mobutu, c'est qu'il n'a pas compris qu'il aurait dû restituer le pouvoir, et donc la terre, aux entités qui en étaient les propriétaires avant l'arrivée des Blancs. Voyez-vous? Ça, c'est une justice, c'est une légitimité tout à fait élémentaire. Et c'est ce que réclame, me semble-t-il, Bana Bilaka, les enfants de la promesse, pour parler en français. Donc, cette revendication, personne ne peut vous la contester. Personne. Mais encore faut-il que vous puissiez maîtriser les véritables événements qui ont marqué l'histoire de notre pays. Et que vous puissiez les interpréter, donc interpréter ces événements selon votre propre schéma mental. Et non pas utiliser le schéma que les livres d'histoire écrits par notamment les Blancs nous proposent. Ce schéma mental est faux. Parce que l'histoire n'est pas une science exacte. L'histoire, c'est le récit donné par ceux qui nous ont vaincus. L'histoire est toujours l'écriture du vainqueur. Et nous, les Bantous congolais, nous sommes les vaincus de l'histoire et nous sommes les naufragés de l'histoire. Donc, Mobutu a commis cette erreur de ne pas restituer le pouvoir à ceux qu'il avait perdus en 1885. Ça, c'est un. Deuxièmement, Mobutu a pratiqué une politique dans laquelle il s'est entouré d'une caste de gens. Une caste de gens, les mêmes, donc on appelle une oligarchie, qui se sont partagés le pouvoir et les richesses, en oubliant le reste du pays. Donc il s'est coupé de sa base, alors que quand il a pris le pouvoir en 1965, pour la deuxième fois, parce que la première fois, c'était en septembre 1960, quand il fait un coup d'État contre Lumumba et contre Kasavubu, le mois de septembre, le 12 et le 13 septembre 1960, il crée le gouvernement des commissaires généraux, qui sera ensuite, qui va ensuite donner le pouvoir en 1963 au gouvernement issu des accords du Luabourg. Parce que à Luabourg, le Congo va connaître une constitution de type fédéraliste, qui est très chère à nos frères et sœurs du Bas-Congo. Donc, la constitution du Luabourg, qui sera votée, je crois, au mois d'août 1963, va donner lieu à la République démocratique du Congo. Alors qu'en 1960, notre pays accède à ce qu'on appelle l'indépendance sous le nom de République du Congo. En 1963, le Congo devient République démocratique du Congo, jusqu'en 1967, jusqu'à Mobutu, en 1967, Mobutu prend le pouvoir, et puis en 1972, il crée maintenant la République du Zaïre. Okay? En 1997, on revient maintenant à la République démocratique du Congo. Voilà donc un pays qui a pris plusieurs noms. Quand vous regardez de 1885 à aujourd'hui, notre pays a pris plusieurs noms. Un pays qui prend plusieurs noms, un enfant dont le nom change tous les 10 ans, cet enfant-là est mal barré. Vous comprenez? Donc, ça c'est la deuxième erreur de Mobutu. Mobutu s'est terriblement enrichi. Et il s'est appuyé sur des personnes qui aujourd'hui le trahissent. Parce que le tout premier directeur de cabinet qu'il a nommé, c'était qui? C'était Bissénima Barthélemy, qui fut son directeur de cabinet, l'un de ses tout premiers directeurs de cabinet, Bissénima Rwema, n'est-ce pas, Barthélemy, qui va mettre ses frères Tutsi
dans les postes stratégiques, dans les fonctions stratégiques, et qui va notamment confier les télécommunications à son frère ethnique Tutsi, qui s'appelait Nico Waitare, qui contrôle les communications dans l'armée, dans les services de renseignement, dans l'administration, dans la police, au Parlement. Il contrôlait tout. Celui qui contrôle l'information contrôle le pouvoir. Bon. Voilà donc quelques-unes des erreurs que Mobutu a commises en faisant confiance aux étrangers, que ce soit les Tutsis ou les Occidentaux. Mais il faut reconnaître à Mobutu le mérite d'avoir quand même inculqué une conscience nationale. Ça, il faut le reconnaître. Donc en 1997, Mobutu est lâché par ses soutiens extérieurs. Et comme il n'avait pas de base à l'intérieur, personne ne pouvait le retenir. Il est lâché par qui? Il est lâché par les Américains, qui étaient ses principaux appuis, parce que des gens sont allés dire aux Américains que Mobutu était en train de traiter avec qui? Avec les Chinois. Parce que les Chinois avaient donné un crédit de 5 milliards de dollars à Mobutu sans intérêt. Voyez-vous, c'était un cadeau. Le palais du peuple est construit sur base de cet argent que les Chinois ont donné. Le palais de Mobutu à Badolité ont été construits également sur base de ce crédit. Les Chinois sont venus également pour initier les Congolais, les Aïras de l'époque, à la riziculture des marais. Le riz planté 2 fois. Voyez-vous, quand on plante une première fois, puis on replante une deuxième fois. Voyez-vous. Donc, il a également noué des relations avec la Corée du Nord. Voyez-vous. Donc, tout cela a fini par mécontenter ses soutiens extérieurs, donc ses soutiens occidentaux, qui l'ont donc lâché. Mais pour être remplacé par qui? Mais ceux qui l'ont remplacé, c'est le régime Tutsi. Parce que Laurent Désiré Kabila n'était qu'une simple vitrine que les Tutsis ont utilisée pour une sorte d'échantillon, comme échantillon. Et vous savez bien, il ne tiendra pas longtemps, puisque le 16 janvier, je crois, 2001, il va être assassiné dans son bureau. Et je vous signale que le bureau d'un président de la République, c'est supposé être le lieu le plus sécurisé dans un pays. Le bureau du président de la République, c'est le lieu le plus sécurisé dans un pays. Or, des assassins rentrent dans son bureau, le tuent et parviennent quand même à prendre la fuite. C'est pour vous dire que si un président est assassiné, alors ça signifie que le reste de la population est en danger. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Vous voyez, la guerre qui a commencé en 1997 s'est transformée en une véritable guerre d'occupation. Le Congo est occupé. Cette guerre s'est terminée en un véritable génocide. 8 millions de morts. On découvre maintenant des fosses communes un peu partout. À part la fosse commune qu'on a découverte à Maluku, avec 424 corps. D'autres fosses communes ont été découvertes à Kimbebe au Chaba. D'autres fosses communes ont été découvertes à Ouvira, dans le territoire de Massissi, dans le territoire de Walikale, du côté de Beni, du côté de Rutshuru. Donc un peu partout on découvre des fosses communes. Le peuple montou du Congo est victime d'un véritable génocide, mais plus personne n'en parle. Donc aujourd'hui, nous devons assister à un sursaut ethnique. Parce qu'ici en Europe, prenons le cas de l'Angleterre, même ici en France, vous avez des Bretons qui sont fiers d'être Bretons, et personne ne trouve ça anormal, n'est-ce pas? Vous avez des Franciliens, vous avez des Normands, vous avez des Corses, vous avez des Basques. Tout le monde en parle et on trouve que c'est normal. En Angleterre, vous avez des Irlandais, vous avez des Écossais, vous avez des Gallois. Et c'est normal. Mais au Congo, quand vous parlez de Bantous, on vous dit « vous êtes raciste, vous êtes ethniste ». Moi, c'est un genre d'intimidation qui me fait sourire. Parce que ceux qui disent ça, ce sont nos pires ennemis. Ils voudraient que nous renoncions à notre véritable conscience collective. Donc, la guerre au Congo, puisque vous avez parlé du chaos, ce n'est pas seulement un simple chaos, c'est une véritable catastrophe nationale. C'est un véritable génocide qui est en cours au Congo, où il y a 8 millions de morts qui ont été abattus. Donc, pour que cette guerre se termine, il faut impérativement que les Bantous congolais changent de discours. Nous n'avons pas besoin de commettre un génocide, d'assassiner des gens, même si on nous assassine en Afrique du Sud. Nous sommes des Bantous, nous sommes un peuple foncièrement pacifiste. Nous allons tout simplement identifier notre ennemi. Le mot Tutsi que nous avons accueilli chez nous. Nous lui dirons, toi le mot Tutsi, et même toi le Hutu, allez hop, rentrez au Rwanda. Laissez-nous tranquilles. Ceux qui ont commis des crimes chez nous seront poursuivis par la justice internationale. Nous, on ne veut pas vous tuer, on ne veut pas tuer. Chez nous, les histoires de tuer, de prendre des machettes, ça n'existe pas. Vous comprenez? Donc, que les Tutsis et les Hutus et les armées étrangères qui se trouvent au Congo
Congo rentrent chez eux et qu'ils nous laissent tranquilles. Nous allons régler nos problèmes entre nous. Nous, les Bantous, quand il y a un problème, on utilise la palabre, le kinzonzi, la palabre. Ok? Le sang ne coule pas. Et aujourd'hui, le Congo est devenu le théâtre de toutes sortes de crimes, d'assassinats, de violations de femmes, de mutilations génitales. Mais ça vient d'où ça? Mais ça vient du Rwanda. C'est ce qu'on a vu en 1994 entre les Hutus et les Tutsis. C'est comme ça qu'ils se sont entretués. Et ils ont transféré au Congo, ils ont transvasé au Congo la haine ethnique qui les opposait entre les Tutsis et les Hutus. Maintenant, c'est cette haine qui oppose les Tutsis et les Bantous. Le jour où les Bantous prendront conscience de cette situation en disant cette guerre au Congo est d'essence foncièrement ethnique, s'ils dénoncent cette essence ethnique, ce n'est pas à faire preuve de génocidaire ou de raciste, c'est de dénoncer la cause fondamentale de la guerre et du génocide en cours au Congo. En disant, vous les Tutsis, vous avez accepté de jouer le rôle d'instrument. Vous êtes venus au Congo pour servir les intérêts des Blancs, des Occidentaux, rentrez. Et nous allons dire aux Blancs, vous êtes ici à Paris, vous avez des ministres, vous avez des députés, vous avez des sénateurs, dites-leur, pourquoi êtes-vous passé par la petite fenêtre du Rwanda pour entrer au Congo? Venez par la grande porte. Négocions, travaillons ensemble. Mais n'oubliez pas que cette terre nous appartient maintenant. Banabilaka sont de retour. Nous allons récupérer cette terre. La terre nous appartient. Vous avez la technologie, vous avez des capitaux. Il y a moyen de s'entendre. D'un côté, vous avez la technologie et les capitaux. De l'autre, nous avons la propriété de la terre. Entre nous, on peut s'arranger. Et il n'est pas nécessaire pour ça qu'on s'entretue et qu'on demande aux tous de venir nous dominer et nous massacrer. Voilà. Donc, si je peux me permettre, vous pensez que si l'opposition crée un parti politique ici, oui. Est-ce qu'il y a des moyens pour qu'il puisse élire un président à partir de la diaspora d'ici? Est-ce que ça pourrait être réalisable ou pas? Non, c'est une... C'est-à-dire un président d'ici, en fait, à partir de la diaspora. Mais un président doit assumer son pouvoir sur une juridiction territoriale. Et la diaspora congolaise comprend à peu près entre 8 et 10 millions de Congolais. Alors qu'au Congo, il y a 10 millions de Bantous, il y a 70 millions de personnes. Quelle sera la légalité, la légitimité d'un président élu en dehors du Congo et par 10% seulement de la population? Aucune légitimité, ça c'est un. Deuxièmement, la crise congolaise n'est pas une crise politique. Je vous l'ai dit, c'est une crise ethnique. On a organisé l'élection présidentielle en 2006. En 2007, on a vu le CNDP de Koudabatouare qui a commencé à massacrer les gens à Massissi, à Walikale, à Rutshuru. Donc, l'élection de 2006 n'a pas résolu le problème. On a organisé une deuxième élection présidentielle en 2011. La personne qui a gagné cette élection, c'est Tshisekedi Mulumba, qu'on le veuille ou non. C'est lui qui a gagné l'élection présidentielle de 2011. Qu'est-ce que Kabila l'a fait? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Kabila est en prison. Vous comprenez? Donc, si on organise les élections en 2016, mais on va assister à une même situation. Vous savez d'ailleurs que depuis 4 ou 5 jours, des troupes violent la frontière entre le Congo et le Rwanda pour venir semer le trouble et la zizanie au Congo. Donc, le problème congolais n'est pas un problème politique. Et donc, une élection qui est une procédure politique, qui est un procédé politique, ne résoudra pas. Parce qu'en 2006, ça n'a rien résolu. En 2011, non plus. Il faut les remettre. On veut recommettre la même erreur en 2011. Ce sera encore pire. Parce que, comme l'a dit l'ancien sous-secrétaire d'État américain pour les affaires africaines, Herman Cohen, aujourd'hui, on peut considérer comme les deux provinces du Kivu comme ayant été de fait annexées par le Rwanda. Parce que notamment le gouverneur du Sud Kivu, c'est un Tutsi qui s'appelle Marcel Chisabo. Vous comprenez? Dans l'armée congolaise, il y a 354 généraux rwandais. Tous des Tutsis. Il n'y a pas un seul général Hutu. Pas un seul. Que ce soit dans l'administration du Congo, que ce soit dans la diplomatie, ou au Sénat, ou au Parlement, ou dans le gouvernement. Tous les Rwandais qui sont aux Tutsis et qui occupent des postes dans les institutions sont tous, sans exception, des Tutsis. Pas un seul Hutu. Alors ne parlons pas de Rwandais. Hein. Donc il y a des preuves matérielles, des faits vérifiables, qui attestent que la crise congolaise n'est pas une crise politique. Ce n'est pas non plus une crise entre les Rwandais et les Congolais, c'est une crise entre les Tutsis et les Bantous. Comme le génocide en 1994 a opposé des Hutus rwandais aux Tutsis rwandais, c'est une crise de type ethnique. Et d'ailleurs au Congo, ou en Afrique en général, c'est difficile d'assister à un événement, à une grande crise
qui ne comporte pas un sous-bassement ethnique. Mais c'est un aspect qui est généralement gommé, effacé. Parce que les Blancs ont peur que les ethnies, qui sont les véritables détentrices du pouvoir et de la terre, ne prennent conscience et ne récupèrent ce que les Blancs leur ont confisqué. Voilà pourquoi on ne veut pas parler d'ethnie, surtout pas. Alors que chez eux, ils sont arabes. Naturellement, librement. Lors d'une de vos interviews en novembre 2014 en Belgique, oui. Vous avez dit que M. Tshisekedi, il avait dit que de lui-même il était fatigué, il ne pouvait plus prendre les Congolais en charge, qu'ils se prennent eux-mêmes en charge en fait, que lui ne pouvait plus rien. Donc je voulais savoir quels moyens pourrait-il utiliser la diaspora pour organiser cette opposition et qu'elle soit enfin entendue par l'opinion internationale selon votre expérience. Mais d'abord, cette déclaration de Tshisekedi est une capitulation, c'est une reddition. Je pense que quand on est un homme d'État comme Tshisekedi, qui, je vous le dis, a commencé sa carrière politique en 1960, au mois de septembre, comme vice-ministre de la Justice dans le gouvernement des commissaires généraux. Donc cela fait 55 ans aujourd'hui que Tshisekedi fréquente les alliés du pouvoir. Je ne parle pas de son bilan, mais cette déclaration l'a disqualifié. Il s'est disqualifié lui-même. Le peuple ne peut pas se prendre en charge. C'est un leader qui doit assumer, qui doit incarner la lutte d'un peuple. Nous sommes aujourd'hui en guerre. Nous sommes dans une guerre, je vous l'ai dit. Nous sommes dans une guerre qu'on appelle la première guerre mondiale africaine. Et en pleine guerre, le général vous dit, écoutez, vous vous débrouillez, vous prenez-vous en charge. Moi, je ne vous dirige plus. Mais il nous abandonne dans une situation, le navire est en train de prendre eau de toutes parts. Nous sommes en train de faire naufrage. Et celui qu'on a élu en 2011 nous dit, non, écoutez, prenez-vous en charge. C'est une déclaration inacceptable, inadmissible de sa part. Et c'est une sorte de trahison. Moi, je pense qu'il devrait reprendre cette parole, n'est-ce pas? Et prendre la tête, non pas de l'opposition, mais de la lutte. Parce que une guerre d'agression comme celle à laquelle le Congo est confronté ne peut pas prendre fin par des élections. Lui-même en a été la victime. Il sait bien que c'est lui qui a gagné l'élection. 3 ans après, il dit non, prenez-vous en charge. Il y a une occasion que Tshisekedi a manqué pour modifier complètement la donne fondamentale. Le jour où Tshisekedi Mulumba a terminé sa campagne électorale en 2011, il va au stade des martyrs. Il y avait un monde fou. Il aurait suffi qu'il prononce une seule phrase, que les Tutsis rentrent chez eux, que tous les Tutsis du Congo rentrent chez eux. Le lendemain, tous les Tutsis s'en allaient, il n'y avait plus de crise. Parce que c'est ça le fond du problème. Il ne faut pas toucher aux Tutsis, parce que si vous osez toucher aux Tutsis, si vous les violentez, si vous les tuez, qu'est-ce que les Tutsis vont faire? Ils vont amplifier, ils vont s'entretuer eux-mêmes. Vous en tuez 10, eux vont en tuer 50. Et ils vont vous attribuer toute la responsabilité. Et vous aurez toute la communauté sur le dos, toute la communauté internationale. C'est comme ça qu'eux fonctionnent. Donc, le génocide de 1994, il y a eu 4 génocides au Rwanda, et pas un seul. Le premier génocide, c'est celui des Tutsis partis de l'Ouganda qui sont venus massacrer leurs propres frères Tutsis qu'ils traitaient de collabos parce qu'ils sont restés vivre au Rwanda sous un régime dominé par les Hutus de 1962, date du coup d'État de Grégoire Kayibanda, un Hutu, jusqu'en 1994. Donc, ils sont venus du Rwanda, de l'Ouganda vers le Rwanda, et ils ont tué les collabos. C'était des collabos, les Tutsis collabos. Ça, c'est le premier génocide. Le deuxième génocide, c'est celui qui a suivi le crash de l'avion du président Habyarimana, Juvenal, et du président burundais Cyprien Taryamira, n'est-ce pas, le 6 avril 1994. Ça, c'est le deuxième génocide. Ce deuxième génocide, c'est les représailles des Hutus sur les Tutsis. Effectivement, les Hutus ont massacré les Tutsis à cette époque. Mais pour pousser les Hutus à tuer les Tutsis, ce sont les Tutsis qui ont d'abord donné le coup d'envoi, qui ont déclenché l'opération. Okay? Par contre, on voit des gens avec des machettes en train de couper d'autres gens avec des machettes. Qui vous dit que celui qui tient la machette c'est un Hutu ou bien un Tutsi? Vous n'avez aucun moyen de le faire, de le savoir. On ne peut pas savoir qui tient la machette et sur la tête de qui la machette tombe. On dit, ah non, celui qui tient la machette c'est de Hutu. Moi je dis non, rien ne vous le prouve.
Les cadavres qu'on nous montre, le mausolée qu'on nous montre à Kigali, ah, on dit que ce sont des cadavres de Tutsi. Qui a fait le test ADN? Personne. On nous prend pour des imbéciles. Donc ça c'est le deuxième génocide. Le génocide des Tutsis par les Hutus. Vrai. Le troisième génocide, c'est celui qu'on appelle des représailles, des Tutsis contre les Hutus qui s'est déroulé fondamentalement au Congo. À travers une quarantaine de camps de réfugiés que les Hutus ont occupés au Congo, jusqu'à Kinshasa. Et ce génocide a coûté 2 300 000 Hutus. Le quatrième génocide, c'est celui qui se déroule au Congo depuis 1998 contre les Bantous. Car posez-vous la question, à qui ces génocides ont-ils profité? Mais aux Tutsis seulement. Le président Paul Kagame, c'est un Tutsi. Être Tutsi, ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas un péché, ce n'est pas une maladie. Moi, je suis un Montou. Ce n'est pas une maladie. Et même si c'était une maladie, je me soignerais. Kabila, Joseph Kabila était un Tutsi. Mais qui rentre chez lui au Rwanda, il n'y a pas de Tutsi congolais. Il n'y en a pas. Parce que le Rwanda, c'est une colonie allemande. Donc, si vous dites qu'il y a des Tutsis congolais, ça signifie qu'il y a des Tutsis qui ont des terres au Congo, avant l'arrivée des Blancs. Or, avant l'arrivée des Blancs, il n'y avait pas de Tutsis au Congo, puisque le Tutsi était une colonie allemande, et que le Rwanda existe depuis le XVIIe siècle. Alors que l'État indépendant du Congo est créé à la fin du XIXe siècle, donc plus de 250 ans plus tard, et que le Rwanda fut une colonie allemande. On ne comprend pas pour quelle raison les Allemands auraient pu laisser une partie de la population rwandaise être confisquée par le roi Léopold II. C'était impossible. Le roi Léopold n'avait pas les moyens de confisquer une partie de la terre rwandaise et de la population rwandaise pour les inclure dans l'État indépendant du Congo. C'est impossible parce que le roi Léopold II avait besoin de l'appui de l'Allemagne pour que son État indépendant du Congo obtienne la reconnaissance internationale. Donc il n'y a pas de Tutsi congolais. Il n'y en a pas. Donc, vous me posez la question, il n'y a pas de Tutsi congolais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Tutsi qui possède des terres au Congo. Je suis Mouyansi. Il y a des Bayansi ici en France. Mais il n'y a pas de Bayansi français. Hein? Il y a des Bayombe en France. Mais il n'y a pas de Bayombe français. Je pense pas. Il y a des Balouba en Allemagne. Il n'y a pas de Balouba allemands. C'est-à-dire qu'en Allemagne, les Balouba n'ont pas une terre qui leur appartienne. Vous comprenez? Donc il n'y a pas de Tutsi congolais. Mais il y a des Rwando-Congolais peut-être qui ont pris la nationalité congolaise. La nationalité seulement. Mais ils n'ont pas de terre au Congo. Parce qu'en 1885, il n'y avait pas de Tutsis qui possédaient des terres. Parce que l'État indépendant du Congo a été créé par l'addition des terres qui appartenaient aux entités traditionnelles, aux royaumes et aux empires, dont les armées ont été vaincues par Stanley, qui était l'émissaire du roi Léopold II. Après avoir vaincu les armées de nos grands-pères, il a additionné, il a fusionné toutes les terres pour former l'État indépendant du Congo. Et le roi Léopold II et Stanley n'ont jamais mis les pieds au Rwanda. Sur des chaînes de télévision, France 2, Antenne, France 2 ou TF1 et tout ça, ou France 24, qui parlent de Tutsi congolais. Ce sont des ignares. Ils ne connaissent pas l'histoire. Ce sont des ignares, tout simplement. Pas des ignorants, des ignares. Ils ne connaissent rien. Vous comprenez? Donc, maintenant, Banabilaka, c'est le discours qu'ils doivent tenir. Les Banabilaka doivent refuser. Si vous entendez un journaliste écrire ou dire, ou parler de Tutsi, le Congolais, dites-lui, monsieur, vous vous trompez. Il faut d'abord commencer par corriger les gens qui ont divulgué, qui ont popularisé l'idée qu'il y aurait des Tutsis congolais. Maintenant, c'est entré dans les mœurs, dans les coutumes, dans les mentalités. Les gens disent qu'il y a des Tutsis congolais. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand je dis, il y a des Bayombe congolais, ça n'a pas de sens. Si vous êtes Mouyombe, vous êtes nécessairement congolais. Vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes Mouyombe congolais. Si vous êtes Moulouba, vous êtes nécessairement congolais. Donc on ne parle pas de Balouba congolais. Donc le fait même qu'ils disent que ce sont des Tutsis congolais prouve qu'ils ne sont pas congolais. Vous comprenez? Oui. Donc c'est la preuve qu'ils ne sont pas congolais. Parce que si vous êtes Moteke, hein, sauf que là encore le Bateke parce que fut un royaume qui était dont l'étendue comprenait le Congo, Kinshasa aujourd'hui, le Congo Brazzaville et une partie du Gabon. Le président Omar Bongo, la famille Bongo était Moteke. Quand il venait à Kinshasa, Mobutu n'était pas Moteke, mais Mobutu était un bandit. Eh bien, quand le président Omar Bongo venait à Kinshasa, il appelait les chefs coutumiers du plateau de Bateke et il parlait avec eux en Kiteke. Et Mobutu ne comprenait rien puisque lui n'était pas Moteke. Vous comprenez? Oui. Donc, mais au Congo, toutes les tribus, toutes les ethnies comprises à l'intérieur des 2 345 000 km², toutes ces ethnies portent un seul nom et elles parlent leur propre langue.
Si vous êtes Muyombe, vous parlez le Kiyombe. Et vous habitez au pays des Payombe. Et tous ils parlent le Kinyarwanda. Donc ils parlent une langue du Rwanda. Donc ils ne sont pas congolais. Quelle que soit la façon dont vous tournez le problème, vous retombez toujours sur vos pieds. Il n'y a pas de Tutsi congolais. Ok? Voilà. Certains groupes de combattants soutiennent Vital Kamerhe et croient qu'une fois Kabila parti, le problème du Congo résolu, peu importe celui qui lui succédera. Ainsi, ces combattants considèrent Kamerhe comme un opposant politique et donc une alternative pour la libération du Congo. Alors qu'il est des mères rwandaises une sur ce sourd, que souhaitez-vous leur dire, bon. M. Kipele? Bon, ok. D'abord, quand on est combattant, hein, oui. Il y a aussi un problème de terminologie, de sémantique. Un combattant, c'est un soldat, mais sans uniforme. Ok? Si vous êtes combattant, c'est comme les résistants ici en France pendant la Deuxième Guerre mondiale de 30-45. C'était des résistants, c'était des combattants. Un combattant, c'est un militaire en armes, mais sans uniforme, et qui n'obéit donc pas aux lois de la guerre, c'est-à-dire à la Convention de Genève. Un combattant se bat pour libérer son pays. Un combattant ne s'occupe pas de politique, jamais. Un combattant, comme un résistant, se bat d'abord pour chasser l'occupant. Il ne s'occupe pas de politique. Ça, c'est la première erreur. Or, nos combattants s'occupent de politique. Ils ne sont pas des combattants. Ce sont des activistes ou des militants, mais pas des combattants. Donc, ce terme-là, ils doivent l'abandonner. Nous parlons français, hein? Ok? Nous parlons français. Pas le Kiyansi, le Kiyombe, quoi, non. Un combattant ne s'occupe jamais de politique. Le combattant, lui, c'est un soldat. En armes, mais sans uniforme. Un combattant, il est fait pour tuer. Tuer celui qui a occupé son pays. Il tue. Sans distinction de race, de sexe, quoi que ce soit. C'est un ennemi, allez, il le tue. Par tous les moyens. Ok? Bien. Maintenant, Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, c'est le cheval de Troie que Kabila utilise pour sauver la zizanie, pour diviser les Congolais. Sachez d'abord que Vital Kamerhe fut président de l'Assemblée nationale. Ok? Et Vital Kamerhe est plus dangereux que Kabila. Pourquoi? Parce que Vital Kamerhe, son père a travaillé à la CADESA, la caisse d'épargne, et comme agent de la caisse d'épargne, il a circulé à travers tout le Congo. Et donc il parle les 4 langues nationales. Et donc il connaît le Congo mieux que Kabila. Nous connaissons mieux, il est donc plus dangereux que Kabila, qui ne connaît rien, je ne sais rien, c'est un ignare. Donc, ça c'est là. De deux, Vital Kamerhe n'est pas d'origine congolaise, ni de père, ni de mère. Troisièmement, Vital Kamerhe a écrit un livre intitulé « Pourquoi j'ai choisi Kabila ». Maintenant, il se prétend être un opposant. Mais qu'il écrit un livre, un deuxième livre pour dire « Pourquoi je hais Kabila ». Il ne l'a pas écrit. Donc ce n'est pas un opposant. Ça c'est un... Ok? En fait, quatrièmement, pendant l'élection de 2011, qui a empêché que tous les candidats de l'opposition présentent un seul candidat contre Kabila? Parce que toutes les voix auraient pu se concentrer sur un seul candidat et la fraude de Joseph Kabila aurait été plus visible. Mais c'est Vital Kamerhe qui a empêché que tous les candidats de l'opposition se mettent d'accord pour choisir Tshisekedi comme seul candidat pour affronter Kabila. C'est lui qui a empêché, c'est celui qui a divisé l'opposition. Alors moi je l'appelle le plus grand commun diviseur. Et nous n'avons pas besoin qu'il rentre chez lui. Au Rwanda, au Burundi, on s'en fout, mais qu'il rentre chez lui au Ouganda. Ou en Ouganda, quel que soit le pays, mais il n'est pas congolais. Il n'est pas Muntu, il n'est pas congolais. Qu'il rentre chez lui, d'où il vient. C'est le genre de personne, comme on dit en Kiyansi, quand vous couvez les œufs de perdrix, hein, il y a une poule qui couvre les œufs de perdrix, croyant que ce sont ses œufs. Le jour où les œufs vont éclore, que vont faire les petits perdreaux? S'envoler. Ils vont s'envoler. Voyez-vous? Regardez ce qui s'est passé récemment avec, paix à ses cendres, quelqu'un comme Sétialé. C'était un Congolais, qu'on a un Montou, il a traversé mon Mobutu. Il-même, vous savez où il est enterré? D'après vous? Portugal. Mais voilà. Donc nous couvons les œufs, croyant que ce sont nos œufs à nous. Mais quand les œufs éclosent, eh bien les petits oisillons s'envolent, ils vont vers d'autres cieux. Il faut maintenant que Banabilaka, puisque c'est vous qui revendiquez la légitimité originelle, que vous sachiez tirer les leçons de tout ce qui se passe, de tous ces événements. Donc, pour
pour savoir qui est congolais, qui n'est pas congolais, posez-vous la question qui est Muntu, qui n'est pas Muntu. Ok? Il existe la liste de toutes les ethnies, de toutes les tribus, de tous les empires et de tous les royaumes dont les terres ont été confisquées par le roi Léopold II pour créer l'État indépendant du Congo. Cette liste existe. Et quand vous regardez cette liste, il n'y a pas le nom d'un seul Mwami Tutsi ou Hutu. Pas un seul nom. Parce que Léopold II n'a jamais mis les pieds au Rwanda, parce que Stanley n'a jamais mis les pieds au Rwanda. Alors que seraient venus faire les Tutsis ou les Hutus chez nous? Non. Voyez-vous, il n'y en a pas. Donc, Vital Kamerhe, qui est un démagogue, c'est un véritable démagogue. Il est très dangereux, comme je vous dis, parce qu'il nous connaît mieux que Kabila. Vital Kamerhe doit ramasser ses clics et ses claques et rentrer d'où il est venu. D'où il sort ce monsieur au point de devenir président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire numéro 2 dans le protocole de l'État. Qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a commis comme acte? Quelle est la contribution qu'il a apportée au Congo avant qu'il devienne président de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'il a fait comme travail? Où était-il? Nulle part. Il a surgi comme ça brusquement sur la scène politique congolaise, président de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Mais parce que c'est un Tutsi. Rwanda ou Burundi, je ne sais pas. Et qu'ils se sont entendus avec son frère Joseph Kabila. Comme tous les autres d'ailleurs qu'on voit ici. Regardez le vice-président de l'Assemblée nationale, Charles Mwando Simba. Tout le monde croit que c'est un gars du Bas-Congo. Mais non. Charles Mwando Simba est un Tutsi. Kengo Adondo, ça n'en parlons pas. Ok. Alors Banabilaka doivent comprendre, doivent avoir des fiches de tous ces gens-là. Savoir qui est qui est sa mère, qui est son père, quelle langue parle-t-on dans le village. En ce moment-là, vous saurez identifier non plus des adversaires, mais des ennemis, parce qu'ils ont prouvé que ce sont des ennemis. Nous les avons accueillis en fait, ils nous ont traités en ennemis. Eh bien nous allons à notre tour les traiter en ennemis et les mettre hors de nos frontières. C'est la seule solution. En conclusion, le peuple congolais commence à avoir une connaissance politique et patriotique plus éveillée, mais reste facilement influençable. Cherche souvent à imiter ses bourreaux. Alors qu'il est temps pour ce peuple de se prendre en charge et agir sur l'avenir de la RDC. C'est pourquoi nous avons choisi de nous baser sur nos valeurs spirituelles et culturelles qui sont les nôtres. Comme la prophétie de Fumu Kimbangu qui parle de la 4e génération après lui qui viendra libérer le Congo. Tout en gardant la réalité politique actuelle. Comment voudrez-vous soutenir cette initiative du peuple congolais pour qu'il sorte enfin de cette aliénation, M. Kwebe? Oui, moi je pense qu'il ne faut pas qu'on se disperse. Mais vous vous rendez compte qu'effectivement, les valeurs humaines ici en Europe sont en train d'être totalement dissoutes. C'est des mœurs dissolues, c'est la démission générale. Donc, on va vous dire, vous ramez à contre-courant. N'ayez pas peur des critiques. N'ayez pas peur. Soyez sûr, soyez dans vos convictions, sachez que vous êtes dans le droit chemin. Donc, n'imitez pas les autres. Soyez vous-même, soyez authentiques. Et travaillez dans ce sens-là, semez sur ce champ-là, vous allez réaliser une grande et abondante récolte. Matondo. Je vous remercie. Matondo na bandeko nyonso bolanda biso bisika nyonso bozali napesi bamote nanga na Kinraswa na Megapay Jopanju et je vous donne prochainement rendez-vous dans mon émission Nanzela ya Bobiso. Pour les gens qui voudront regarder notre émission, c'est dans www.nouslescombattants.com www.nouslescombattants.com. À très bientôt. Ngamona biso bakoko baimi koyimayima bakoko lakisi nini likambo wana mboka likambo ngo nini bapaya bavandeli biso ntina bokonzi ya mboka tosala koboni alors révoltons-nous soko toyinda eyina nango moto epela nango makila etanga